ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدوري أرحب بجميع المشاركين في هذا المؤتمر، وبالطبع أهني المنظمين والمشرفين على المؤتمر الوطني الثالث عشر للقابلية الوراثية للعدوى، واللقاء المغاربي الرابع للخبراء للإيمينوغلوبولين. احنا الآن وصلنا للجلسة السابعة، ولي الشرف أن أقدم أول متداخل في هذه الجلسة، الدكتور أزامير إدريسي محمد، وهو أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة بمدينة فاس بالمغرب، وأيضا نائب العميد في البحث العلمي والشراكة. وأستاذ أزامير سيقدم لنا الاستجابة المناعية ضد العدوى، c'est-à-dire la réponse immunitaire contre l'infection. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الجزيل لأستاذنا سيدي عزيز بوصفيحة واللجنة المنظمة على استضافتي لهذا المؤتمر. سأتكلم عن الاستجابة المناعية ضد العدوى, la réponse immunitaire contre l'infection. Alors, comme vous le savez, notre organisme est peut être attaqué par différents microbes qui sont au nombre de 4 groupes. Il y a les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, avec les vers et les protozoaires. Cette grande diversité d'agents pathogènes est contrée par une grande diversité de stratégies de défense immunitaire. Il s'agit en fait, notre organisme dispose d'une armée, comme nous disposons d'une armée qui est organisée en armée de l'air, armée de terre et l'armée de mer. Notre système immunitaire est composé de la même façon de plusieurs éléments, à savoir les tissus et les organes lymphoïdes, les éléments cellulaires et les éléments solubles. Les tissus et les organes lymphoïdes, nous avons les organes lymphoïdes centraux comme le thymus et la moelle osseuse, des os longs et des os plats. Les éléments cellulaires, et puis il y a les organes lymphoïdes périphériques, bien sûr, les ganglions lymphatiques et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Pour les éléments cellulaires, ils dérivent toutes de la cellule souche hématopoïétique de la moelle osseuse, et nous retrouvons les lymphocytes B, les lymphocytes T, les macrophages, les neutrophiles, etc. Et pour les éléments solubles, il y a les immunoglobulines qui ont la fameuse fonction d'anticorps, les molécules du complément qui jouent un rôle très important également dans la réponse immunitaire, et puis il y a les cytokines qui jouent le rôle de médiateurs. Alors la réponse immunitaire de l'infection commence toujours par une réponse immunitaire innée, suivie d'une réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est représentée par un certain nombre de barrières physiques comme la peau, comme les muqueuses,
Et aussi, elle est représentée par des substances comme les lysosymes dans les larmes et autres sécrétions, et aussi l'acide, le pH acide au niveau de l'estomac et au niveau du vagin, et aussi il y a la flore intestinale. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il y a les barrières mécaniques qui sont présentes au niveau de la peau, de la voie digestive, des voies urinaires, de la voie respiratoire et des yeux. Et puis, il y a les barrières chimiques, comme vous pouvez le voir ici, le lysosyme, la salive, pH acide, lysosyme et les larmes au niveau des yeux. Et puis, la flore microbiologique ou la flore commensale au niveau cutané, intestinal, vaginal et au niveau respiratoire. Alors, cette réponse immunitaire innée est représentée également par un certain nombre de cellules du système immunitaire comme les phagocytes. Il y a les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Il y a les cellules dendritiques, il y a les cellules NK et il y a les molécules du complément. Et tous ces éléments, avec les barrières épithéliales que vous voyez ici qui bloquent l'entrée d'agents pathogènes, commencent dès le premier contact avec l'antigène, et cette immunité innée a lieu dans les heures qui suivent le premier contact avec l'antigène. Maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance initiale des microbes lors de la réponse immunitaire innée, il y a un certain nombre d'immunorécepteurs qui sont des immunorécepteurs non spécifiques qui sont présents sur les cellules immunitaires. Et parmi ces molécules-là, il y a les récepteurs Toll-like, les Toll-like receptors que vous voyez ici. Et ces molécules-là sont présentes à la surface de la cellule et reconnaissent différentes composantes des agents pathogènes, ou bien elles sont présentes à l'intérieur de la cellule dans les endosomes, et ces récepteurs-là reconnaissent principalement les acides nucléiques, l'ARN et l'ADN. Cette réponse immunitaire innée, comme je l'ai dit, elle est suivie d'une réponse immunitaire adaptative. Et dans le cas de la réponse immunitaire adaptative, les immunorécepteurs sont des anticorps présents à la surface du lymphocyte B, dans le cas de la réponse immunitaire humorale, comme vous pouvez le voir ici, qui aboutit à la production d'anticorps. Et puis, il y a les immunorécepteurs qui sont les TCR, les récepteurs de la cellule T, qui sont présents à la surface de la cellule T et qui reconnaissent l'antigène présenté par la cellule présentatrice d'antigène. Et après différenciation, il y a apparition plutôt différenciation et maturation de lymphocytes T effecteurs, que ce soit les TCD4 ou les TCD8. Et la cinétique des réponses naturelles adaptatives et adaptatives peut varier en fonction des infections et en fonction de l'hôte lui-même. Alors, cette réponse immunitaire adaptative se déroule de façon très organisée, Et elle commence par la reconnaissance de l'antigène. Et comme je l'ai dit, elle commence par la reconnaissance de l'antigène par ces immunorécepteurs qui sont les anticorps à la surface de B et les TCR à la surface de T. Et cette reconnaissance-là envoie un signal à l'intérieur de ces cellules, que ce soit les T ou les B. Ils subissent une certaine expansion clonale, ils se différencient. Pour ce qui est des lymphocytes B en cellules productrices d'anticorps, et pour ce qui est des lymphocytes T, ils se différencient en cellules effectrices. Et la troisième étape plutôt, c'est l'étape d'élimination de l'antigène. C'est là où ces molécules effectrices qui sont les anticorps ou ces cellules T effectrices qui sont les TCD8 par exemple, vont exercer leur rôle dans l'élimination de l'antigène par immunité humorale ou par immunité cellulaire. Et une fois que la réponse immunitaire est terminée et que l'antigène est éliminé, à ce moment-là, on arrive au déclin de la réponse immunitaire pour qu'il y ait retour à l'homéostasie, qui est l'équilibre physiologique et l'état normal de l'organisme, par disparition de ces cellules immunitaires par apoptose. Mais en parallèle à cela, il y a des cellules mémoire survivantes qui vont assurer une prémunition contre une attaque ultérieure par le même antigène qui a déclenché cette réponse immunitaire adaptative. Et quand on parle de réponse immunitaire, on parle d'une symphonie, d'une chorale avec des maestros. Et les maestros de la réponse immunitaire ici, ce sont les lymphocytes T CD4. Et là, en fonction du type de pathogène que vous voyez ici, le lymphocyte T CD4, quand il va reconnaître ce pathogène, il va se différencier en TH1, en TH2 ou en TH17, avec un profil de cytokine qui est particulier à chacune de ces sous-classes de cellules T auxiliaires, et c'est le type
de cellules T auxiliaires qui va déterminer les réactions immunitaires contre les microbes intracellulaires, par exemple, par activation des macrophages, production d'anticorps, contre les helminths par activation des mastocytes, des eosinophiles, production d'IgE, activation alternative des macrophages, et contre les bactéries et les champignons extracellulaires par recrutement de polynucléaires neutrophiles, des monocytes, et par production d'anticorps. Alors, l'immunité, quand on parle d'immunité adaptative, on parle de deux bras de la réponse immunitaire spécifique. Il y a la réponse immunitaire humorale et la réponse immunitaire cellulaire. La réponse immunitaire humorale, commençons d'abord par la réponse immunitaire humorale, il est soit primaire, soit secondaire. Primaire, lors du tout premier contact avec l'antigène, on parle de primo-infection, premier contact avec l'agent infectieux. Dans ce cas, le lymphocyte B va se différencier en plasmocyte, producteur d'anticorps, apparition de lymphocyte B mémoire. Ça, c'est pour l'antigène X. Et puis, lors du deuxième contact avec le même antigène X, il va y avoir une réponse immunitaire très efficace et très importante, avec une production très importante, très élevée d'anticorps. Le taux d'anticorps est très élevé et l'affinité de ces anticorps est très importante. Par contre, pour ce qui est de l'antigène Y, qui arrive pour la première fois, là, c'est une réponse primaire. Et cette réponse secondaire que vous voyez ici correspond au concept même et au principe même de la vaccination. La réponse immunitaire humorale nous produit des anticorps. Quel est le rôle de ces anticorps? Ces anticorps jouent un rôle effecteur très important dans la réponse immunitaire et dans l'élimination des agents infectieux. Comme vous pouvez le voir ici, elles déclenchent la neutralisation des microbes et des toxines pour éviter qu'ils aillent infecter et qu'ils aillent exercer leur effet toxique, ces toxines, sur les cellules cibles. Il accélère la phagocytose et par opsonisation et donc destruction de ces microbes par les phagocytes. Et puis aussi, ils jouent un rôle très important dans le phénomène de cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps qui est médié par les cellules NK, les fameuses natural killer cells, les cellules tueuses naturelles, qui vont détruire la cellule infectée qui présente l'antigène et sur laquelle sont fixés des anticorps. En plus de ces fonctions-là, les anticorps vont activer les molécules du complément dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont des molécules solubles du système immunitaire. L'activation des molécules du complément va aboutir à la lyse des microbes, à la phagocytose des microbes opsonisés par des fragments du complément et aussi à l'inflammation, c'est-à-dire la création d'un champ de bataille pour éliminer les microbes. Alors, la réponse immunitaire cellulaire maintenant. La réponse immunitaire cellulaire, elle est principalement dirigée contre les microbes intracellulaires. Il y a deux types de microbes intracellulaires. Il y a les microbes intracellulaires qui pénètrent dans la cellule sous forme dans des phagolysosomes et que l'on retrouve dans des poches à l'intérieur du cytoplasme. Et là, on parle de bactéries intracellulaires comme les mycobactéries, l'hystéria, les legionella, etc., les champignons et aussi les protozoaires. Le deuxième type ou la deuxième catégorie de microbes intracellulaires, ce sont les microbes qui pénètrent dans les cellules non phagocytaires, comme par exemple une cellule épithéliale. Et là, c'est le cas d'un virus qui se fixe sur un récepteur et qui va se retrouver non pas dans un phagolysosome, mais il va se retrouver dans le cytoplasme de la cellule. Et là, c'est le cas des virus, c'est le cas de certaines bactéries comme les Rickettsia, et c'est le cas de certains protozoaires. Alors, cette réponse immunitaire cellulaire, là aussi, il y a les acteurs qui vont agir qui vont jouer le rôle effecteur pour éliminer ces microbes intracellulaires. Alors, comme je vous ai dit, quand il s'agit de microbes intracellulaires dans des vésicules, là, il va y avoir activation des cellules TH1 et des cellules TH17 avec un profil de cytokine qui est particulier pour déclencher les mécanismes de destruction de ces micro-organismes par activation des macrophages, donc lyse des microbes, et par déclenchement d'une inflammation et d'une lyse de ces microbes. Quand il s'agit de microbes qui n'infectent pas des cellules phagocytaires, donc là, cellules infectées par des microbes qui se retrouvent dans le cytoplasme, comme je vous ai dit tout à l'heure, une cellule infectée par un virus, là, ce sont les cellules TCD8 qui vont reconnaître l'antigène présenté par cette cellule infectée, et là, ces cellules TCD8 vont exercer leur effet cytotoxique par la mise à mort de la cellule infectée. Alors, cette réponse immunitaire adaptative se termine, comme je l'ai dit dans le déroulement de la réponse immunitaire, par la production de lymphocytes
mémoire. Et là, on a des lymphocytes B mémoire, que vous voyez ici, des lymphocytes T mémoire, que vous voyez ici également. Et ces lymphocytes T mémoire et ces lymphocytes B mémoire vont assurer une certaine protection contre une éventuelle arrivée du même antigène qui a déclenché la première réponse immunitaire adaptative. Maintenant, pour conclure, je dirais que l'immunité anti-infectieuse joue un rôle très important dans l'éradication de l'infection. Et comme on est dans la pandémie de la COVID-19, je vais donner comme exemple la réponse immunitaire antivirale. Alors, la réponse immunitaire Pardon? On est dans les limites du temps. Oui, je termine tout de suite. Alors, il y a la protection contre l'infection par les interférents et par les anticorps, et puis l'éradication d'une infection établie par les cellules T et CD8. L'immunité anti-infectieuse peut être stimulée par la vaccination en exposant l'individu à des formes non pathogènes ou des composants de l'agent infectieux. Et là, vous voyez, ce tableau illustre la diminution considérable de l'incidence de certaines maladies infectieuses contre lesquelles des vaccins efficaces ont été développés. L'immunité anti-infectieuse peut être mise en échec par différentes stratégies d'échappement mises en place par les agents pathogènes, comme la résistance à la phagocytose par le pneumocoque et autres mécanismes. Et c'est le cas pour les virus, pour les bactéries, pour les champignons et pour les parasites. Et je termine en disant que l'immunité anti-infectieuse peut être aussi défaillante à cause d'un déficit immunitaire affectant un ou plusieurs acteurs de l'immunité. Et là, vous voyez, selon le type de déficit immunitaire qui touche telle ou telle composante de la réponse immunitaire, comme dans le cas de déficit immunitaire combiné, on a une pneumocystose, déficit immunitaire humoraux, infection orale, diarrhée, les phagocytes, il y a abcès profond, etc. Déficit en complément, les méningites à méningocoque. Et je termine en vous disant que la plupart de ces belles images que vous avez vues, je les ai prises à partir de cette très belle référence, les bases de l'immunologie fondamentale et clinique de Aboul Abbas, Lichtman et Pillay. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Elzami. Beaucoup de données, subhanallah, c'est tout un monde et toute une organisation. Et je comprends que le temps a été très limité pour donner tant d'informations. Je vous remercie. Je passe la parole à professeur Kobli. Merci à vous. Merci, Madame Mchichi. Donc, à mon tour, يسرني أن أشكر السيد أحمد بوصفيحة على الاستضافة وجميع الفريق المنظم للمؤتمر الوطني الثالث عشر للقابلية الوراثية للعدوى واللقاء المغاربي الرابع لخبراء الإيمونوغلوبولين. وفي هذه الجلسة السابعة أتشرف أن أقدم صديقي الأستاذ أحمد بوصفيحة الغني عن التعريف ليقدم لنا الندوة التي ستكون إن شاء الله من الحمى المتكررة إلى ضعف المناعة الأولي. لكم كلمة السيد أحمد بوصفيحة. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et prière sur le prophète Mohammed. يسرني أن أقدم لكم هذا العرض البسيط لزملائي وزميلاتي العزيزات في المجال الخط الأمامي للعلاجات كلها اللي هم الأطباء الشموليين أو الأطباء العامين.
كنشكر الاستاذ الازمي نائب عميد كليه الطب والصيدله فاس لان مهد لنا الامور. الان انا غادي نحاول نعطي بعض الامور البسيطه اللي كتجعلنا نعرفوا كيفاش الطبيبه او الطبيب الشمولي الطبيب العام يمكن له يتعرف على ضعف المناعه، ولا بدا يتعرف عليه لانه هو الاول اللي كيمشي عنده، وما خصش هذا الطفل هذا يمشي او يتعطل في التشخيص. اذا المحاور غادي نعطيكم واحد الحاله السريريه وندير لكم تعريف بسيط ديال ضعف المناعه، نعطيكم فكره على الانتشار ديال هذا المرض، ونعطيكم واحد الوصايا للاطباء العامين. اذا حنا غادي نشوفوا هنايا مثلا واحد الشاب طفل جا عنده هذا الالتهاب في الرئه وفيه السخانه والحمى، كاين مشكل عادي بنوموني كيشخصها الطبيب العام بكل سهوله، ولكن ملي كتمشي تسول على الماضي ديالو داكشي كتلقى الوليد ملي كانت عنده 12 شهر كان عنده بلوروبنوموباتي غوش، بنوموكوك، بلوروبنوموباتي دغوات، ايموفيلوس، وعنده تعفنات، يعني عنده ماضي تاع ديال التعفنات كثيره. ومن بعد في الغالب غادي تشوف هذا الشيء واش اثر له على الرئه، كتلقى وصل القصاب هو ديلاتاسيون دو برانش، وعنده انسوليزيت هنا افيك دي بوليب. الوليد الا درتي له الكتروفوريز دي بروتيد ما عندوش البيك غاما، هنا تيخص يكون طالع هنا واحد شويه، ما عندوش لي غاما جلوبولين، هذا هي الالبومين الفا دو بيتا غاما ما عندوش. دونك خصك اول حاجه تدير ان عنده تعفنات بزاف تحيد السيدا نيجاتيف. الالكتروفوريز مزيان ديرها، انا من الرسائل اللي بغينا نوصلوا ليها هي خاصنا يكونوا هذا سميتهم يكونوا الالكتروفوريز طلبوها بكثير لانه كتبين في ساعات لا غاما جلوبولينيمي ولا اون في ان دوزاج دي زيمينوغلوبولين اي جي جي اي جي ام كتلقى ما عنده والو. هذا الوليد خصو يكون عنده 10، الا حسبناهم هذوك بثلاثه يلاه عنده 1 غرام. ولا ان اف اس باش كتشوف واش عنده تعفن واش ما عندوش نوتروبيني. طبعا هنا غادي نشوف معكم من بعد على ان الوليد اللي ما عندوش لي غاما جلوبولين الا ما عندوش حتى لو ليمفوسيت بي راه هي مالادي دو بروتون سهله. دونك فو دوموندي لي سي دي 19 ما عندوش لي غاما جلوبولين، ما عندوش هذه مالادي دو بروتون، وليد درتي تشخيص خصو ياخذ لي زيمينوغلوبولين مره في الحياه. بحال هذا الوليد خصو 10000 درهم في الشهر طول الحياه لان دو فلاكون ان فلاكون 4500 4800 درهم. هذا الوليد عنده هذا المرض هذا اللي هنايا لا غاما جلوبولينيمي. كتشوفوا على انه هاد لي زاغاما جلوبولين كاينين هنايا بزاف، ولا يمكن يكون مرض اخر ديال لي ديفيسيت اونتيكور بزاف اللي غتهضر عليهم خلاصه الاستاذه مدثر. لكن هاد الامراض كلهم عندهم العلاج بليزيمينوغلوبين. هذا حاله اخرى دابا، هذه واحد النساء عندها 5 شهور ضعيفه قلي ولا فيها الاسهال، تنفس بسرعه، فما فيه هذا الميغي بيكال. شنو غادي يمكن لكم تقولوا؟ كتقول لك هذه حاله ديال السيده هو هذا الحاله ديالو، ولكن السيرولوجي غتخرج نيجاتيف. اون بليس ملي كان شي كتنهج وصدرو بحال هكا درتي الراديو لقيتي ديستونسيون ثوراسيك وكاع ان سندروم انترستيسيال. داكوغ دونك لقيتيها. الا مشيتي بعيد درتي لا تي دي ام ثوراسيك كتلقى بنوموباتي انترستيسيال، وإلا مشيتي كاع كتلقى السبب اللي هو البي سي ار ديال سي ام في. بزاف هاد البنيته عندها تعفن مزمن بالسيتوميغالوفيروس، وإلا كيف العاده كنساو بعض المرات ما كنسولوش على السوابق ديالها. كونسونغينيتي 3 ديال الوليدات ماتوا بحال نفس الحاله، ولكن حتى واحد ما دار التشخيص وهي جات عندنا في هذه الحاله. هذه VIH ما عندهاش، لي سو بوبولاسيون لينفوسيتير لي سي دي 3 و سي دي 8 و سي دي 19 كلهم ما عندهاش، ولي زيمينوغلوبولين ما عندهاش. اذا عندها تنسميوها حنايا سكيت سيفير كومباين ديمين ديفيشنسي. لي لينفوسيت تي ما عندهاش كنقولوا تي موان، بي عندها تنقولوا بي بلس، وان كا موان ما عندهاش ان كا. هذا المرض هذا في هذا الشكل هذا بلا ما نديروا الوراثه 99% جاك ديفيسيت اون جاك 3. والتريتمون هي لا لوغريف دو موال في المغرب 20 مليون، باقي ما كاينش، ولكن في فرنسا مثلا 500 مليون. وهذا النجاح ديال هذه العمليه اذا دارت قبل ما تكمل 6 شهور 95% كتنجح العمليه. قلنا هذه البنيته هذه عندها سكيد تيموان بي بلس ان كا موان، ولكن هي بنيته. كون كانت وليد غادي يكون عندنا مشكل واش هذا اكس لينكد ولا هذه، ولكن بما انها بنيته اذا سيت ان ديفيسيت اون جاك 3.
هذو هما الحالات السريريه. اذا هو تيجيكم واحد الوليد كبير شويه ماشي نوريسون ولكن عنده تعفنات بزاف ما عندوش لي زونتيكور. الحاله الاخرى واحد الوليد بحال السيده سيرولوجي نيجاتيف هو لو لانفوسيت المريض كنقولوا له سكيد. هادو هما جوج الحالات اللي ساهلين يتشخصوا باينين. شنو هو ضعف المناعه اللي نقولوا التعريف ديالو؟ ضعف المناعه عنده كلمه واحده هو تيلخص كلشي، هما دي زانفيكسيون انابيتويل باغ لا ريبيتيسيون. شتي الوليد هذا مسكين عنده قفه ديال الراديوات كلهم تيقول فيهم عنده بلوغوبنوباتي بلوريزي بنوموعات بزاف مرات ما دارش لي راديو بزاف د الاماكن عنده ماشي غير في بلاصه واحده. والحاله الثانيه هو تعفنات ما خصهمش يكونوا انابيتويل لان لو جيرم اي اوبورتونيست انتهازي، ما خصوش تكون اون انفيكسيون اس سي ام في عند الانسان طبيعي ما كتجيش الانفيكسيون ديال السي ام في. دونك اما انابيتويل باغ لا ريبيتيسيون باغ لو تيب دو ميكرو باغ لا سيفيريتي. حنا غنشوفوا هادشي. وصلت للفقره الثالثه هي شحال هادشي واش كثير ولا لا؟ واش كثير لانه حنا عندنا القرابه، زواج القرابه مرتفع. ما تدخلوش بهذا الطابلو هذا بحال هكا. هذا الجدول غنوريكم المغرب الان في 2020 المعطيات كلهم ديال الدول الاخرين 2017. انايا جي اكtualisé هذه ديال 2020. حنا دابا في هذا الشهر هذا عندنا 36 مليون و 37 مليون. عندنا في المغرب السجل الوطني 1000 حاله. عندنا النسبه المئويه 2.98 لكل 100,000 مواطن. ولكن الا مشينا خدينا المعطيات ديال امريكا كتقول لك في واحد المنطقه داروا واحد البحث لقاو باللي في كل 100,000 كاين 29 مريض. وإلا جينا حنا نطبقوا هاد الاحصائيات هادو غنلقاو عندنا 10,000. حنا عندنا يلا 1000، يعني حنا يلا 10% اللي شخصنا. فين هما 90%؟ 90% راه كيدوزوا من عند الطبيب العام، كيدوزوا عند طبيب الاطفال، كيتعطل التشخيص. هادشي اللي ما خصناش دابا. هذا هو الرساله ديال هاد الجلسه. ومن بعد هذه معطى اخر هذا كيتعطيك هاد الاحصائيات شحال من مريض في 100,000 في عام واحد، غير عام واحد 10 في كل 100,000 في عام واحد. يعني حنايا في المغرب يمكن يكونوا عندنا غير في عام واحد الا ما رديناش بالنا 37,000. بون هاد الاحصائيات تداروا في واحد المنطقه صغيره ولكن حنا الا جينا ناخذوا هاد الارقام هادو نقولوا ناخذوا غير هذا الرقم هذا اللي هو على حسب الاحصائيات الامريكان، خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار اللي عندنا القرابه. سولنا المختصين في العالم قال لك خصك تضرب الرقم في 6. الا جيتي هاد 10,000 حاله ضربها في 6 هي 68,000 حاله اللي عندنا. وإلا جينا نقولوا شحال كتشكل هاد 1000 في 68,000 يعني 1.5. يعني خلاصه نقدروا نقولوا في المغرب يلا 2% ديال الحالات اللي داروا التشخيص. غادي تشوفوا مع الاستاذه مدتي عند الكبار تقريبا ما معروفينش. وفي اوروبا السبب الاول ديال ضعف المناعه هو اللي عند الكبار، واخا هو وراثي ولكن كيبان معطل. الوصايا العشر او الخمس اللي غادي نعطي للزملاء والزميلات ديالي هو اولا ضعف المناعه الاولي هو ديزانفيكسيون انابيتويل. غتفكروا في ان ديفيسيت امينيتير سواء عنده ديزانفيكسيون اكثر من 4 في العام ولا سيفير ولا اسوسي على لوطو ايميونيتي. هذه الرساله الاولى. ولكن غير كتفكر في ان ديفيسيت امينيتير لانه تكرار او تعفنات انتهازيه اوبورتونيست، خاصك تحيد اون كوز لوكال. مثلا واحد كيدير غير لي زوتيت صافي، اوتيت سينوزيت وصافي، هذا راه يمكن يكون عنده فيجيتاسيون ادينويد كافون دو بروفيل غيبينوا لك. ولا عنده في الرئه ديالو بلاصه وحده اللي ديما كتعفن. راه واقيلا راه كان صغير كان شي داز له شي كور اترونجي شي جسم غريب داز له لي برونش وقفلوا وتسدات له واحد البلاصه بقات كتعفن. ولا عنده تعفنات ديال المسالك البوليه راه مالفورماسيون غير كيعرفها الطبيب الاطباء العامين. ملي كتحيد الكوز لوكال خصك دائما تحيد الفياش. اذا الا حيدتي الفياش حيدتي الكوز لوكال صافي دخلتي درتي التشخيص ديال ديفيسيت اميونيتير بريميتيف يعني ايريديتير. دابا خصك دوز للمرحله الثانيه. كيفاش غادي نعرفوا اين نوع؟ راك اين نوع سهل. الا عنده دي بنوموني ريبيتي ولا 4 اوتيت 2 بنوموني في العام يعني الدراري يكونوا متاكدين ما عندوش لي زونتيكور. ما يمكنش اومو سابينس الجنس البشري يدير 2 بنوموني غاديو كونفيرمي في العام. الا دارهم راه ما يمكنش ما عندوش لي زونتيكور.
ملي كتلقى عنده هاد الديفيسيت اون انتيكور كتفكر فيه شنو خصك دير الالكتروفوريز، غتلقى ما عندوش بيكي غاما اغاما جلوبينيمي، وكدوزي اي جي جي اي جي ا اي جي ام باش تتاكد بالضبط لان داك البيكي غاما ما فيهش غير لي زيمينوغلوبولين. دابا لقيتي اغاما جلوبينيمي، خاصك تعرف دابا ما تيبقاش هاد التحليلات خاصين غير بالمختص ولا هذا. هاد التحليله هادي خصك دير لي لانفوسيت بي، كطلب لي لانفوسيت بي. الا مالادي دو بريتون بحال هاد الاولين اللي شفنا، مالادي دو بريتون ما عندوش لي زونتيكور، ما عندوش اللانفوسيت بي صافي. الا كانت عنده اللانفوسيت بي وعنده ايبوغاما، مرض اخر دي سي في هو اللي غتهضر لنا عليه الاستاذه مدثر، وهذا عندوش لي زونتيكور. علاش؟ لان بي كاين ولكن ما خدامش. الا كان واحد الوليد صغيور بحال اللي شفنا هذاك النساء اللي بحال السيده طابلو دو السيده في اش نيجاتيف، راه لو لانفوسيت تي وما خصو بسرعه لا غريف دو موال اوسوز. ودائما خصك انتربريتي اون فونكسيون دو لاج، ولا هو تشخيص سريري. الا ما لقيتيوش خصكم تشوفوا مختص. اذا الرساله ديالي هي فكروا في ديفيسيميتير انفيكسيون ريبيتيسيون، اليميني الكوز لوكال والفي اش. لو بيلون خص تبدا ديروا لي فيش واش ما عندوش لانفوبيني ولا بريني. اهميه الالكتروفوريز، الا ما درتيوش 2 الكتروفوريز في الاسبوع راه ما كتفكروش في ديفيسيت انتيكور، وديري لو دوزاج ديال لي زيمينوغلوبولين. هذه لابليكاسيون بي اي دي كلاسيفيكاسيون غتعطيكم ملخص ديال هادشي اللي قلت لكم. يمكن لكم تقلبوا على الامراض وتقلبوا حتى على الترجمه الامراض. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ أحمد عزيز بوصفيحة على هذا العرض القيم. والكلمة الآن للدكتور عشيبة لتقديم الأستاذة المحاضرة مدثر أمينة. شكرا. شكرا أستاذ، شكرا للأستاذ بوصفيحة عزيز والمنظمين والمشرفين على المؤتمر 17 للقابلية الذاتية للعدوى والالتهابات. واستغل هذه الفرصة بالشكر للاهتمام بالاطباء الشمولي بتخصيص هذه الجلسه، جلسه كامله للتعريف بمشاكل الوراثه للعدوى والقابليه والالتهابات. ومعنا لكي لا اطيل عليكم معنا الاستاذه المحاضره أمينة مدثر، الطبيبه استاذه متخصصه في الطب الباطني، ومشكورة مطلوبة باش تكون على ضعف المناعة الأولي عند البالغ. مرحبا، والكلمة إليك أستاذة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري كنشكر الاستاذ بوصفيحه اللي عطاني هذه الفرصه باش نهضر على ضعف المناعه عند البالغين. انا غنطرق لهذه المحاضره عن لي دي كوموندمون، اللي هاد لي دي كوموندمون اللي كنصوبهم الاستاذ بوصفيحه هو وليكيب ديالو. الوغ sans trop tarder, donc pour définir les déficits immunitaires de l'adulte, donc ce sont une dizaine de maladies qui se déclenchent. Qui dit adulte, donc c'est après un âge de 15 ans, donc c'est pas l'enfant. Et au cours de cette présentation, je vais insister surtout sur le déficit immunitaire comme un variable. Pourquoi? D'une part, c'est le déficit de l'adulte qui est le plus fréquent.
Et c'est un déficit à multiples visages. Donc, il a des présentations cliniques un petit peu multiples. Donc, il faut le connaître dans ses différents visages et il faut établir une démarche diagnostique. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette présentation et de pouvoir établir une démarche qui va faciliter aux praticiens de poser le diagnostic positif. Parce qu'on a remarqué que malgré que c'est le déficit le plus fréquent chez l'adulte, il reste très peu fréquent. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais il est sous-diagnostiqué. Le déficit immunitaire commun variable n'est pas le seul déficit qui concerne l'adulte. Il y a d'autres déficits. Mais aujourd'hui, on va parler que du DICV ou bien le déficit immunitaire commun variable. Pour un petit peu parler de ce déficit, j'ai fait comme a fait Oustad Bousfeha pour les enfants, pour la pédiatrie. Donc, j'ai choisi un cas clinique et à travers ce cas clinique, on va un petit peu discuter la démarche diagnostique à faire devant la suspicion déjà clinique de ce déficit. Donc, j'ai choisi un cas d'une jeune, quand on l'avait vue, elle avait un âge déjà à 15 ans, mais c'est une patiente qui a des antécédents d'infection qui étaient trop chargés. Donc, c'est depuis l'âge de 8 ans qu'elle faisait des otites à répétition avec des infections respiratoires, plus de 4 épisodes par an, et même des infections digestives. C'est une malade, malheureusement, qui était à chaque fois traitée symptomatiquement. À l'âge de 12 ans, elle a fait même un zona qui est sévère intercostal. Je crois qu'à l'âge de 12 ans, si on n'a pas un déficit, c'est inhabituel de faire un zona chez une fillette de 12 ans. Une année plus tard, donc, elle a fait un tableau respiratoire fait de bronchohémoptysie, donc, ce qui a simulé un tableau de tuberculose pulmonaire et la patiente a été traitée par antibacillaire sans succès. Alors, vous avez vu le long passé, depuis l'âge de 8 ans, les infections à répétition, ça ce qu'on avait relevé de l'interrogatoire, on ne sait pas, est-ce que la malade avait bien avant des infections avant l'âge de 8 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans, et quand elle a été hospitalisée au service de pédiatrie devant ce problème d'infection respiratoire, malheureusement, à cet âge, elle a développé carrément une dilatation de bronches, donc qui est une complication de ces infections bronchopulmonaires à répétition. Devant ce tableau clinique, infection à répétition, plusieurs types d'infections, infection respiratoire, plus de 4 épisodes par an, et zone intercostale. Donc, cette richesse sémiologique doit nous inciter à penser au déficit immunitaire chez cette jeune fille. Alors, si on raisonne par commandement, si on voit le commandement numéro 1 concernant la prise en charge des DIP chez l'adulte, donc on doit penser au déficit immunitaire primitif en cas d'infection inhabituelle. Inhabituelle par quoi? Déjà par leur répétition, leur sévérité et les germes isolés. Donc ça, c'est l'hypothèse posée sur le plan clinique. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire pour confirmer ce déficit immunitaire? Donc, l'étape suivante, toujours comme monsieur le professeur Bousfeha, il a préconisé chez l'enfant, donc dès qu'on pense au déficit immunitaire, il faut rapidement écarter le déficit immunitaire secondaire et notamment l'infection rétrovirale. Donc, première chose, il faut faire une sérologie VIH. Et puis après, demander le reste du bilan qui repose surtout sur l'électrophorèse des protéines. Donc, il ne faut pas hésiter quand on a la moindre suspicion. Donc, je parle des déficits immunitaires humoraux. Bien sûr, pour les autres déficits, il y a d'autres examens qu'il faut demander. Mais là, quand on suspecte un déficit en anticorps, il faut qu'on fasse l'électrophorèse bien après la sérologie rétrovirale. Et bien sûr, faire le bilan infectieux, demander également un bilan radiologique. Alors, pour les résultats chez notre patiente qui fait les infections à répétition, la sérologie rétrovirale était négative. La numération avait montré une petite hyperleucocytose à PNM qui est logique avec les infections, les surinfections qu'elle fait surtout au niveau pulmonaire. Pas de lymphopénie, mais
à l'électrophorèse, voilà, donc on est frappé par cette hypogamma-globulinémie qui est profonde. Donc, elle avait une hypogamma à 3,6 pour une fourchette normale qui est entre 8 et 13. Donc, cette hypogamma doit nous faire penser au déficit immunitaire humoral, donc c'est-à-dire le déficit en anticorps. On ne va pas retenir le diagnostic à cette étape, on doit compléter les investigations dans ce sens. Donc, la prochaine étape ou bien le prochain commandement, c'est le commandement suivant, c'est le commandement 3. En se basant sur ce commandement, il faut d'abord, avant de se lancer dans les bilans, éliminer, écarter, donc toujours en médecine, on a appris à faire le diagnostic positif après avoir fait le diagnostic différentiel. Donc, on doit écarter l'hypogamma d'autres origines, et surtout secondaires. On sait très bien qu'on peut avoir les hypogammas d'origine primitive et secondaire. Donc, les plus fréquents d'origine secondaire, c'est surtout les médicaments. À leur tête, c'est les corticoïdes. Mais les corticoïdes ne donnent pas une hypogamma tellement profonde. Quand ils donnent une hypogamma, elle reste un petit peu, elle est légère. Les lymphomes de bas grade, les fluides d'immunoglobulines, surtout le syndrome néphrotique et l'entéropathie exudative. Ce syndrome néphrotique ou l'entéropathie, il se caractérise par une hypogamma associée à une hypoalbuminémie. Par contre, quand on est devant une hypogamma qui évoque un déficit immunitaire, on a une hypogamma avec un taux normal d'albumine. Et ainsi de suite. Donc, la liste, elle est longue. Un petit peu dans ce tableau, je vais passer rapidement. Là, il y a les causes primaires et les causes secondaires un petit peu détaillées des hypogamma-globulinémies. Alors, on a fait la sérologie rétrovirale qui est revenue négative. On a fait l'électrophorèse qui a montré cette hypogamma avec un taux normal d'albumine. On a écarté les autres étiologies des hypogammas. Quelle serait l'étape suivante? Donc, l'étape suivante est de faire, parce qu'on est dans le déficit en anticorps, on est dans le déficit immoral, donc on doit compléter par un dosage pondéral des 4 immunoglobulines, à savoir les IgG, les IgA, les IgM et les IgE. Et bien sûr, donc faire les radios comme on a fait pour notre patiente. Malheureusement, pour notre malade, on a déjà une dilatation de branche qui est une complication de ce type de déficit chez les patients qui sont traités tardivement. Alors, le résultat, c'est notre patiente du dosage pondéral. Elle a un dosage, elle a des IgG et des IgA, des IgM qui sont toutes diminuées. Donc, pour retenir le déficit immunitaire comme un variable, déjà, il y a plusieurs types de critères. Donc, dans l'essentiel, pour avoir le diagnostic, on doit d'abord avoir un âge qui est plus de 4 ans et avec un dosage pondéral des immunoglobulines, on a surtout les IgG qui sont diminués, associés à deux diminutions des autres gamma-globulines, des autres immunoglobulines, à savoir donc IgG avec IgA ou IgG avec IgM, ou parfois, le plus souvent, on peut avoir les 3 types d'immunoglobulines, comme c'est le cas de notre patiente, les 3 types qui sont diminués. Donc, on doit compléter par le dosage des sous-populations lymphocytaires. Pourquoi? Donc, pour pouvoir faire le diagnostic différentiel, et notamment avec la maladie de Bruton, qui est la gamma-globulinémie, dont vous a parlé professeur Bousfeha. Dans le déficit immunitaire comme un variable, on a un taux qui est normal des B19, 20. On n'a pas un problème du taux. Par contre, on a un problème du fonctionnel. Donc, le B19, il est là, mais il ne fonctionne pas très bien. À la différence de la gamma-globulinémie de Bruton, donc on a les B19 et les CD20 qui sont, les CD19 et les CD20 qui sont diminués. Dans le DICV, le pourcentage, il est supérieur à 2, donc on a le taux normal, mais il ne fonctionne pas correctement. Alors ça va nous conduire, donc pour le dosage des sous-populations lymphocytaires, donc ça rentre dans le cadre du commandement numéro 4, c'est-à-dire après avoir fait l'électrophorèse, le dosage des immunoglobulines qui montre 2 ou 3 immunoglobulines qui sont diminuées, on complète par le dosage
on complète par le dosage des sous-populations lymphocytaires, notamment les CD19 et les 20, qui montrent un taux qui est élevé, donc supérieur à 2%. Ça nous permet de retenir notre diagnostic. Là, sur cette slide, il y a les critères qui permettent de retenir, sans résumer dans ce tableau, les critères qui permettent de retenir le diagnostic. C'est les critères dont on vient de parler, et notamment, donc, c'est les isotypes, la diminution majeure d'IgG ou IgA ou IgM. Donc, IgG plus deux autres immunoglobulines en l'absence des étiologies qui peuvent expliquer les hypogammes. Alors, dans le commandement numéro 1, on avait vu au début que c'est les patients qui ont normalement des infections inhabituelles. On avait dit inhabituelles par leur répétition, par leur sévérité ou par les germes isolés qui nous laissent penser à un DIP, même chez l'adulte, parce que le DICV, il peut se voir à l'âge adulte et comme il peut, dans la plupart des malades, donc les signes, ils se révèlent à l'âge adulte, c'est-à-dire, comme le cas de notre patiente, c'est une malade qui avait des symptômes depuis l'enfance, donc bien sûr plus supérieur à 4 ans pour répondre à la définition du DICV, mais le diagnostic n'a été fait qu'à 15 ans. Souvent, le diagnostic se fait à un âge encore plus tardif. Et parfois, ça rentre également dans le cadre du DICV, l'âge de début, il n'est qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire on peut avoir, même on a des patients qui ont fait la maladie qu'à partir de plus de 50 ans. La dernière malade qu'on a diagnostiquée, c'est une patiente qui avait un DICV dont la symptomatologie a commencé à l'âge de 60 ans. Donc, les deux cas de figure, on peut les voir. Soit c'est des symptômes qui remontent à l'enfance, mais le diagnostic n'a été fait, ne se fait qu'à l'âge adulte, soit à partir d'un âge adulte et même à partir d'un âge tardif, les patients peuvent déjà commencer leurs symptômes. Alors, la présentation, il faut savoir, il ne faut pas sortir avec l'idée que le DICV, c'est juste des infections inhabituelles. Non, c'est des infections, certes, c'est le tableau le plus fréquent, mais il y a d'autres manifestations. Les autres manifestations, à savoir donc une association à une auto-immunité ou une lymphoprolifération ou bien donc à des allergies. Donc il faut penser au déficit également quand on a les autres manifestations de la maladie qui sont résumées dans ce tableau. Vous allez, comme vous avez remarqué, donc les manifestations respiratoires, ils sont en tête de file. Et puis, il y a les manifestations digestives, il y a l'auto-immunité, il y a les lymphomes, il y a les granulomatoses. Mais souvent, ce sont des malades. Quand ils ont les autres manifestations, quand on pousse l'interrogatoire dans les antécédents, on trouve qu'ils avaient déjà des antécédents chargés d'infections, que ce soit respiratoires ou digestives. Le traitement, donc je vais passer rapidement, le traitement repose, donc parce que c'est un déficit en anticorps, c'est un déficit en immunoglobulines, donc c'est logique, le traitement repose surtout sur la perfusion des immunoglobulines. J'ai presque terminé. Le traitement repose sur la substitution à vie en immunoglobulines. Donc, et cette substitution, quand elle est faite un petit peu précocement, ça permet d'éviter les complications un petit peu graves de la maladie. Donc, pour conclure, le DIP se manifeste par des infections souvent inhabituelles. Donc, le DICV, c'est le DIP le plus fréquent chez l'adulte. Il a un visage unique, c'est l'hypogamma. Il faut insister sur l'hypogamma-globulinémie, mais il est à multiples facettes. Donc, comme vous avez vu, c'est une clinique qui est un petit peu variée, dominée par les infections à répétition inhabituelle. Le diagnostic, il est facile si on y pense. Donc, tout tableau clinique atypique doit nous faire évoquer le déficit immunitaire comme un variable. Je vous remercie. شكرا الأستاذة مدثر مينا، والآن الكلمة للأستاذ حسن قبلي. شكرا دكتور عشيبات، شكرا. أنا عندي واحد السؤال بغيت نسول الأستاذ محمد الأزامي الإدريسي. Est-ce qu'il peut, à la lumière de sa présentation sur la réponse immune contre les infections, donner un aperçu
pour l'auditoire, à la lumière de ce qui se passe actuellement contre le Covid, pourquoi certains malades développent des formes graves du Covid et comment expliquer l'orage cytokinique dans les formes graves du Covid. Merci. مرحبا شكرا أستاذ القبلي. C'est une question très pertinente. En fait, notre réponse immunitaire dépend du background génétique, du terrain génétique de chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous réagit à sa façon à l'infection. Et donc, ce qui fait cette histoire d'orage cytokinique, l'orage cytokinique, c'est tout simplement une réaction inflammatoire qui est une réaction inflammatoire au virus, en fait. Mais chez certaines personnes, il y a une hypersécrétion de ces cytokines, y compris de l'IL6 et du TNF, et ça fait que certaines personnes développent une inflammation systémique qui peut parfois conduire au décès. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ahmed Bousfiha, toujours de la même manière et depuis 15 ans et avec acharnement, vous êtes arrivé à nous inculquer ces déficits immunitaires au tel point que je pense qu'on ne passe pas à côté maintenant, grâce à votre acharnement. De la manière magistrale que vous présentez toujours ces déficits, je crois que chaque fois que vous présentez ces déficits, vous avez encore éclairé pas mal de médecins et ils ne passeront pas à côté de ces déficits. J'ai pris la parole pour vous féliciter, vous et Madame Moudassir, parce que cette manière de présenter la clinique, donc il est vraiment excellente. Merci beaucoup. Merci, je crois que la session est terminée. Je rends la parole à Madame Mchiche pour conclure. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a aussi une question d'Islam Mansouri sur le déficit immunitaire de l'adulte. Est-ce qu'il se manifeste à l'âge adulte uniquement ou bien c'est un symptôme qui existait avant, pendant l'enfance, et qui n'a été diagnostiqué qu'à l'âge adulte? Alors, les deux cas sont possibles. Les deux types de manifestations. Il y a des malades qui commencent qu'à l'âge adulte et il y a des malades qui commencent à l'âge depuis l'enfance, mais le diagnostic qui se fait un petit peu tardivement. Donc, les deux types de manifestations, on peut les voir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le professeur Bousfiha d'avoir pensé aux médecins généralistes, médecins de premier recours. Il y a eu un rappel de tout ce qu'on savait, des choses qu'on ne savait pas et qu'on vient d'apprendre et qu'on va en tenir compte au cours de nos prochaines consultations, Inch'Allah. C'est un congrès qui a été très riche et très intéressant. Et au nom des médecins généralistes, je vous remercie énormément. وشكرا جزيلا وشكرا للحضور وشكرا على حسن الضيافة ديالكم.